bonjour. Bonjour. Nous sommes aux rencontres citoyennes de Vierzon. Bonjour. Vous représentez le syndicat Liberté Santé. Est-ce que vous pouvez vous présenter, puis présenter le syndicat, peut-être savoir exactement ce que vous faites, quel type de syndicat vous êtes? Alors, Lison Brugnon, je suis infirmière de profession et je suis la présidente du syndicat Liberté Santé. Voilà, je suis Yves, donc je suis le vice-président du SLS et donc je suis chirurgien dentiste de formation, même si aujourd'hui je consacre la plupart de mon temps aux actions que mène le syndicat. Voilà. Moi aussi. Donc c'est vrai que ce syndicat a été créé il y a 2 ans suite à la loi du 5 août sur l'obligation vaccinale, et c'est vrai que cet élément déclencheur nous a amené à proposer une nouvelle structure, parce qu'à cette occasion, on s'est rendu compte que finalement, nos syndicats traditionnels n'avaient pas la réaction qu'on attendait face aux enjeux pour défendre la déontologie des professions, pour défendre l'éthique du soin, pour défendre les libertés, et que donc, n'ayant pas cette voix pour se faire entendre, on s'est dit qu'il fallait faire une nouvelle structure qui porterait les valeurs qui sont les nôtres, et ça a amené la création de ce syndicat qui maintenant a 2 ans d'existence, et qui permet de porter ces valeurs du soin auprès de tous les professionnels du monde sanitaire. Les professionnels du monde sanitaire, ça veut dire tous les soignants et assimilés, tous les personnels administratifs des hôpitaux, des structures de soins, les pompiers également sont les bienvenus. Donc voilà, en France, les syndicats sont organisés par branche professionnelle, donc on a ce cadre-là, mais toutes les personnes qui participent à cette action, encore une fois, que ce soit une secrétaire, un cuisinier d'un hôpital, il est également le bienvenu et il peut adhérer au syndicat Liberté Santé. Est-ce que les syndicats lambda qui auraient dû réagir, est-ce que ça vous a fortement étonné qu'ils ne réagissent pas? Est-ce que ça a été un choc, ou est-ce que finalement... Alors, je tiens quand même à corriger quelque chose par rapport aux syndicats, c'est que les syndicats sont, on va dire, représentés au niveau local par des représentants syndicaux qui, pour certains, se sont mobilisés. Et je tiens à citer Elsa Ruyère, qui est connue aussi pour son action auprès des professionnels de santé, qui a mené un combat, en tout cas un accompagnement vraiment important auprès des soignants qui souhaitaient refuser l'obligation vaccinale et surtout préserver leur travail, en fait. C'était ça, l'idée, c'était de pouvoir continuer à travailler. La suspension faisait que la personne était suspendue à durée indéterminée, ce qui est une première en France. C'est une loi, en fait, qui, les soignants et assimilés, je veux dire, c'est une loi qui a suspendu sans durée déterminée. Donc c'est pour ça aussi qu'on ne pouvait pas priver du jour au lendemain, sans donner de solution aux personnes qui ne souhaitaient pas adhérer à l'obligation vaccinale, de les laisser dans ce non-droit, en fait, dans ce vice, quoi, de procédure. On va peut-être couper. C'est vrai que le syndicat, si ça a été le moteur déclencheur de l'action, vous savez ce que disait Lison qui est important, c'est que autant, oui, on a été sans doute surpris et déçu de voir qu'il n'y avait pas de réaction au niveau des grandes centrales, justement pour défendre le droit du travail, parce que ce qui est important, ce que reprécisait Lison, c'est qu'en fait, dans le déclencheur de cet événement, c'est surtout la violation des droits des travailleurs. Comment peut-on tout d'un coup prendre des mesures qui sont en contradiction avec le Code du travail? Donc les procédures de suspension, elles existent dans le droit du travail, mais elles existent avec un cadre particulier, avec une rémunération qui est maintenue, et donc tout d'un coup, on se retrouvait avec des gens qui étaient complètement en dehors du cadre légal. Et là, effectivement, c'est une grande surprise de voir que les institutions syndicales, qui sont normalement les premières à défendre le droit du travailleur, ont été complètement silencieuses sur ces violations des droits fondamentaux des travailleurs. Donc ça, c'est effectivement un vide, et même si localement, il est vrai que il y a eu évidemment des réactions locales qui pouvaient être différentes d'un endroit à l'autre, mais en tout cas au niveau national, les organisations syndicales ne se sont pas élevées contre ces violations répétées des libertés et des droits des travailleurs. Et donc c'est ce qui nous a amené à monter cette structure pour continuer simplement à faire respecter les lois qui existent déjà. C'est-à-dire que ce qu'on demande, c'est simplement le respect du droit du travail tel qu'il est actuellement, et de la même façon, pour élargir le débat, le respect du code de déontologie, qui, là aussi, au niveau, par exemple, des médecins, a été souvent violé. C'est-à-dire que dans le code de déontologie, un exemple tout simple, mais il est bien indiqué qu'un médecin doit indiquer ses conflits d'intérêts avant une prise de parole. J'ai eu beau regarder à de nombreuses reprises des rediffusions d'interviews, j'ai jamais vu
Karine Lacombe déclarait ses conflits d'intérêts, par exemple. Bon, et donc et bien d'autres. Et bien d'autres. Et donc ça a été effectivement le moteur de notre action, simplement de remettre ces valeurs-là au cœur de l'action, qui est celle qu'on continue à mener aujourd'hui de manière étendue, parce que évidemment les droits des travailleurs de la santé, que ce soit les libéraux face à leurs autorités de tutelle, que ce soit les conseils de l'ordre, les agences régionales de santé, etc., aujourd'hui subissent encore souvent des abus d'autorité de ces structures. Et par exemple là, on est aussi content quand de temps en temps, il y a un conseil de l'ordre qui est condamné. Et ça, il faut quand même aussi le dire, ça existe. Donc, parfois, on fait la publicité de certains professionnels qui peuvent être condamnés par les conseils de l'ordre. Eh bien, il faut savoir aussi qu'il y a des conseils de l'ordre qui ont été condamnés. On a donc un de nos adhérents récemment qui avait été harcelé par son conseil de l'ordre, et le conseil de l'ordre a été condamné et il vient de lui verser une indemnité. Et c'est aussi... Harcèlement. Oui, alors le motif précis mais en tout cas voilà, c'est suite à des procédures abusives, finalement le conseil de l'ordre a perdu et ce masseur kinésithérapeute a eu gain de cause et là il vient de toucher une indemnité. Donc c'est aussi nous, en fait, ce qui motive notre action, c'est l'éthique et ces valeurs-là. Et c'est vrai que malheureusement, il n'y avait pas d'autres structures pour le porter. Et du coup, on s'est senti l'obligation. Alors quand je dis moi, je suis pas un des membres fondateurs du syndicat, mais en tout cas, ceux qui en ont été à l'origine, de lancer cette structure qu'on essaie de faire vivre et de faire progresser aujourd'hui. Voilà. Justement, dans les membres fondateurs du syndicat, que je remercie encore aujourd'hui pour avoir eu la brillante idée de créer le syndicat, c'était qu'à l'époque, en fait, nous étions constitués en plusieurs collectifs de soignants qui s'insurgeaient contre cette loi. Donc, les personnes qui ont créé le syndicat se sont dit, nous allons jouer dans la même cour, en fait. Pourquoi on a utilisé le terme de syndicat? C'est qu'un syndicat, il n'a pas la même action qu'un collectif ou qu'une association. Un syndicat, il peut rester en justice, il peut se structurer pour accompagner justement les travailleurs dans le respect de leurs droits fondamentaux au niveau du Code du travail. Et le terme syndicat effraie beaucoup de monde. Ils se disent, ah ouais, encore un autre syndicat, c'est encore des gens qui vont être corrompus, qui vont être achetés. Non. Je tiens à le dire, aujourd'hui, le syndicat vit du travail de ses bénévoles, dont nous faisons partie. Voilà, dans toute la France, des bénévoles qui ont permis de structurer un syndicat. C'est un travail de quotidien sur 2 années. On se lève en voulant structurer le syndicat et on se couche en structurant encore le syndicat. Et depuis en fait 2 ans, et c'est ce que je veux dire aujourd'hui, nous avons une structure qui est solide, avec un réseau d'avocats qui se mobilisent dans toute la France, avec des personnes qui sont vraiment compétentes pour conseiller les professionnels qui rencontrent des difficultés, et avec une cotisation qui est modique. Et ce que je voudrais faire passer comme message aujourd'hui, c'est que ce syndicat, au début, s'est structuré vraiment pour rassembler les soignants, pour les fédérer au même endroit, pour pas qu'ils soient dispersés à droite, à gauche. Certes, il y a des avocats qui mènent des actions et qui en ont mené, et vraiment, on les remercie profondément. Mais nous, on fait tout le travail d'accompagnement en amont. On a un accompagnement psychologique pour les professionnels de santé qui est mis à disposition. On a un accompagnement juridique avec des conseils juridiques. Nous finançons aussi en partie, tout ou partie, ça dépend des revenus des personnes, des accompagnements pour accéder à la justice, c'est-à-dire faire des recours. Donc, on a une structure qui est vraiment aujourd'hui efficace et qui permet à tous les soignants et assimilés de se fédérer chez nous, pour pas justement qu'ils se retrouvent seuls dans la nature, complètement dispersés et sans aide. Mais vous êtes un syndicat pour les syndiqués, vraiment. Vraiment, oui. C'est ça, c'est ça. Et on n'est pas contre travailler avec l'intersyndical, parce qu'on sait qu'il y a des syndicats qui se sont positionnés aussi pour la défense, certains en tout cas des petits syndicats pour la soignance, le respect des droits de ces travailleurs-là dans le cadre de la loi du 5 août. Donc nous, on est vraiment contents si en effet on rejoint un intersyndical, mais avec les mêmes valeurs que nous. Oui. Et nous n'avons aucune subvention de l'État. Nous sommes financés totalement. Les frais de fonctionnement sont financés par les adhésions. Nous avons une cagnotte de solidarité pour aider les adhérents pour accéder à la justice. Et nous sommes totalement indépendants. Et je remercie aussi tous les donateurs qui soutiennent le syndicat et qui aujourd'hui lui permettent de se développer et de se structurer encore mieux tous les jours. Est-ce que vous pourriez préciser, parce que beaucoup de gens ne se rendent pas compte ce que c'était que la position de suspendu, à savoir, et vous m'arrêtez si je me trompe, ne plus pouvoir travailler, ne pas pouvoir toucher d'indemnité chômage ou autre,
et continuer à payer des charges. Ouais, et ne pas pouvoir retrouver un autre travail, même si on voulait aller travailler en boulangerie pendant le temps, on ne pouvait pas, hein, c'est confirmé. Tout à fait, c'est-à-dire que évidemment il y a ce terme, alors c'est vrai qu'aujourd'hui on essaie un peu moins de revenir sur cette période-là, mais qui est effectivement importante et qui est, disons, qui est toujours d'actualité dans la mesure où aujourd'hui on entre dans une phase où il est censé avoir une réintégration, mais où en fait il y a encore des gens qui ne sont pas réintégrés, et dans une phase où il y a des recours à mener. Mais pour revenir sur la définition de suspendu, c'est toujours un petit peu délicat parce qu'en fait ça regroupe évidemment des statuts très très différents entre un professionnel de santé libéral qui lui finalement souvent a été, on va dire, interrompu dans son activité par exemple, alors procédure illégale, mais une désactivation sauvage de sa carte de CPS, sa carte professionnelle de santé, qui permet de télétransmettre les actes. Donc souvent, en fait, de manière illégale, encore une fois, dans la procédure, certaines CPAM ou ARS ont suspendu une carte, et donc de fait, le professionnel de santé ne pouvait plus facturer d'actes, ne pouvait plus donner lieu à des remboursements pour ses patients. Donc ça, c'est un cas de figure. Et puis effectivement, il y a le cas du salarié qui, lui, étant salarié du secteur public, en fait, même en étant suspendu et on le rappelle donc sans indemnité, sans droit au chômage, eh bien n'avait pas le droit de prendre un autre emploi comme les travailleurs de la fonction publique qui n'ont pas le droit d'avoir un autre emploi en même temps. Donc en fait, ils étaient sans travail, sans salaire, sans indemnité, mais par contre, ils n'avaient pas le droit de remplir un autre poste. Et donc, ça veut dire être complètement privé de ressources, ce que, en France, personne n'accepterait, pas plus pour un immigré en situation irrégulière sans papier. On se dit, mais c'est pas possible qu'on laisse sans revenus, sans ressources. Et bien, on trouvait ça et anticonstitutionnel. Exactement. La Constitution nous garantit le droit de pouvoir travailler. Et ben donc là, on trouvait que finalement, c'était normal de pouvoir laisser quelqu'un privé de tout revenu et de toute forme de revenu, même dans certains départements où on ne pouvait pas avoir accès au minimum vitaux, etc. Donc c'est quand même assez extraordinaire d'avoir pu à un moment donné trouver normal qu'on pouvait pousser les gens dans une telle précarité, comme de les mettre dans une situation de paria complet en dehors de la société et encore une fois en violation de tous les codes du travail. Donc c'est vrai que sous l'étiquette vaste de suspendu, il y a en fait des statuts assez différents selon le statut salarié, privé, public, professionnel à exercice libéral, qui donc étaient empêchés, disons, à des niveaux divers, mais effectivement, pour bon nombre, ça se soldait par l'incapacité de tout revenu et donc de toute ressource pour faire vivre sa famille. Donc c'est vrai que ça, c'est quand même quelque chose d'inédit et qu'on ne peut pas oublier ou laisser passer. Donc aujourd'hui, certes, il y a un début de réintégration qui a été entamé, mais il faut voir que la loi n'a toujours pas été abrogée. Donc là aussi, dans les choses qui nous tiennent à cœur et dans les actions qu'on continue à mener, donc on a des actions avec des procédures nationales, on a des actions aussi de rencontres, de contacts auprès des élus, que ce soit les députés et les sénateurs. Et donc dans ces actions-là, aujourd'hui, par exemple, une des choses qui est toujours sur la table, eh bien, si l'Assemblée nationale a bien voté l'abrogation de la loi du 5 août, en réalité, pour l'instant, il y a juste une suspension de cette loi, ça veut dire qu'elle peut être réactivée à tout moment, et que malgré que l'Assemblée nationale ait voté l'abrogation, ce n'est pas passé pour l'instant, toujours pas au Sénat, et donc cette mesure qui a été votée par l'Assemblée nationale n'est toujours pas rentrée dans la loi parce que le Sénat l'a mis pour l'instant aux oubliettes, et donc il n'y a pas eu de vote au Sénat pour confirmer le vote qui avait été fait à l'Assemblée nationale de l'abrogation de cette loi. Donc pour l'instant, on est juste dans le cadre où il y a une suspension de cette mesure qui pourrait donc être réactivée à tout moment, et chose évidemment qui nous paraît inenvisageable. Donc ça fait partie aussi des actions qu'on mène au niveau national, de pouvoir aller à la rencontre des élus, députés et sénateurs pour leur donner une information éclairés, et certains d'ailleurs nous en remercient parce que ils n'ont pas toujours finalement pris conscience et ou les informations sur les mesures et les conséquences que ça pouvait avoir. Donc on a entamé ce travail-là et on continue à agir pour que cette loi soit définitivement abrogée. C'est une des actions qu'on mène au niveau national avec les nombreuses actions juridiques qui sont aux côtés des personnels qui peuvent être en situation de difficulté. Qu'est-ce que vous pourriez donner comme retour des soignants suite à cette loi unique, complètement injuste, en fait? Qu'est-ce qu'ils ont comme cicatrice? Quel pourcentage? Quel ressenti? Qu'est-ce que ça implique même pour ceux qui voudraient devenir soignants à l'avenir? En fait, est-ce que vous avez un peu
ressenti comme ça? Oui, mais c'est un vrai traumatisme. Forcément, on vous prive du jour au lendemain de votre travail. Vous ne savez pas quand est-ce que cette suspension va être arrêtée. Vous ne pouvez pas aller travailler ailleurs, même si certains l'ont fait, en prenant des risques parce qu'ils devaient subvenir aux besoins de leur famille. Donc forcément, ça laisse un gros traumatisme, une grande incompréhension, une grande injustice, et forcément, ça a découragé bien certains à rentrer dans le cadre de la profession, et certains sont même partis travailler à l'étranger pour pouvoir continuer à travailler. Donc il y a eu une désertification aussi des travailleurs, alors qu'il y avait déjà une difficulté. Il y a déjà un manque, et là on a fait fuir les gens parce que après avoir été aussi maltraité, c'est pas toujours évident de passer l'éponge et de dire je reviens dans mon service comme si de rien n'était. Ah mais ça paraît même impossible. Il y en a qui l'ont fait, et ça permet aussi de réfléchir sur le discours qu'on nous a parfois servi à la télé, c'est-à-dire que on nous disait mais de toute façon ces personnes-là elles sont pas les bienvenues dans les services. Au contraire, il y a un certain nombre de services où les collègues de travail, même s'ils n'ont pas pris la même posture que certains, comprenaient très bien qu'on puisse avoir eu ces interrogations et s'être mis dans cette situation-là, et donc qui étaient contents de voir revenir leurs collègues avec qui ils avaient travaillé. Mais c'est vrai aussi que pour d'autres, après s'être investi souvent pendant des décennies, de se trouver jeté ainsi à la rue et jeté aussi à l'opprobre public parce que on a été vraiment dénoncés comme des parias, eh bien c'est évidemment difficile de remettre dans cette situation, et donc du coup il y a des gens qui ont fait une reconversion, certains qui sont toujours en arrêt maladie, etc., et puis d'autres qui ont effectivement décidé de changer de voie, et ça c'est douloureux. Moi de toute façon on pourrait faire, j'allais dire, une émission très longue parce que ce ne sont que des cas individuels, et moi j'ai en tête notamment une infirmière de l'Ardèche qui avait reçu la médaille du travail et qui avait été comme tous les soignants applaudie aux 20h pendant des semaines, et puis après avoir reçu sa médaille du travail, la semaine d'après elle avait sa suspension. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, il faut on peut pas être dans cette dualité, faire applaudir les gens le lundi et puis les jeter dans le caniveau la semaine d'après. Donc voilà, c'est ça la situation. Donc est-ce que ces gens-là, ils peuvent, comme si de rien n'était, retourner au travail? Eh bien non, ils ont besoin d'une reconnaissance parce que ce sont des bons professionnels, et ce sont pas des professionnels qui croient en la science, ce sont des gens qui ont une démarche scientifique et qui veulent, dans leur pratique quotidienne, défendre des valeurs et respecter la volonté des patients. Et donc ces gens-là, évidemment qu'ils ont besoin de reconnaissance, et aujourd'hui, on est dans une phase où évidemment, il va y avoir des recours indemnitaires parce que ces gens-là, ils veulent retrouver une reconstitution de leur carrière, ils veulent reconstituer leur point de retraite, et ils veulent simplement être reconnus comme des soignants consciencieux qui ont simplement, à un moment donné, posé les bonnes questions pour la défense de l'intérêt de leurs patients. Et retrouver leur dignité. Et retrouver leur dignité, exactement. Donc pour ceux qui voudraient faire un don, vous avez un site. Exactement. On a un don qui sont les bienvenus parce qu'effectivement, comme le disait Lison, on a deux caisses bien différentes. On aime bien que les choses soient claires au SLS. Donc on a la caisse de solidarité qui est alimentée par les dons et qui va exclusivement à 100%, qui est reversée donc aux soignants. Dans un premier temps, c'était reversé au travers d'aides financières parce que les gens avaient besoin de pouvoir payer leur facture d'électricité, et aujourd'hui qui sert à financer les procédures donc de nos adhérents. Donc tous les dons sont les bienvenus, des plus petits aux plus importants. Vous pouvez vous connecter sur le site du syndicat Liberté Santé, donc syndicatlibertésanté.com, et vous avez une rubrique dons. Et puis après, évidemment, pour tous les professionnels du monde sanitaire, la meilleure façon de nous soutenir, c'est d'adhérer. Notre nombre fait notre force, et évidemment, pour être entendu, il faut qu'on soit le plus nombreux possible, même si aujourd'hui on commence quand même à nous écouter un petit peu plus. Et même si on n'est pas soignant, c'est important. Voilà, exactement. En adhérant ou en faisant un don, c'est défendre le soin qu'on mettra. Exactement. Soin de nous. Exactement, parce que le syndicat, s'il est là pour défendre les droits des travailleurs, c'est plus qu'un syndicat en fait. C'est une organisation qui s'intéresse à tout le système de soins actuellement en place et qui a des revendications à faire, des démarches à faire auprès des instances. Donc ça, c'est ce que nous sommes en train de développer parce que nous sommes un jeune syndicat. Donc forcément, pour être représentatif aussi auprès de nos institutions, il faut être nombreux. Donc c'est aussi pour ça que nous appelons les personnes à nous rejoindre. Bien entendu qu'aujourd'hui, on va au-delà de la suspension.
Nous accompagnons des professionnels qui vivent du harcèlement au travail, des mises à pied conservatoires abusives, des licenciements abusifs, des refus de rupture conventionnelle, des non-paiements ou remboursements d'indemnités journalières par les CPAM. Enfin, il y a des choses aberrantes dans le droit des travailleurs. Et donc, il y a un gros travail à faire. Et aujourd'hui, venez nombreux, apportez même vos compétences syndicales au sein du syndicat Liberté Santé. Nous avons besoin de vous pour faire des démarches, pour faire évoluer, préserver notre système de soins, démarcher les instances, et ce que je le répète, pour être représentatif, il faut être nombreux. Donc venez nous rejoindre s'il vous plaît. D'accord. Écoutez, merci beaucoup, merci de votre venue ici. Merci à vous de nous avoir donné la parole. C'était important pour nous d'être là parce qu'on sait qu'il y a de nombreux professionnels du soin qui sont là. C'était important parce que et donc on veut être à leur côté pour les rencontrer. Il y avait des professionnels de la santé qui étaient présents aujourd'hui parce que ils ont voulu aussi adhérer à la loi du 5 août pour plein de raisons. Pour certains, c'était je suis vraiment dans la conviction que je vais protéger les autres. Pour certains, j'ai besoin de préserver mon travail. Donc ces personnes-là, aujourd'hui, on en accompagne aussi au sein du syndicat, puisqu'elles ne peuvent plus travailler. Elles ne sont pas leur handicap n'est pas reconnu comme accident du travail. Elles ont dû se faire vacciner pour préserver leur travail dans le cadre de leur travail, et ce n'est pas reconnu comme accident du travail, donc elles n'ont aucune indemnité. C'est des personnes handicapées aujourd'hui qui ne peuvent plus vivre de leurs fruits et de leur passion, qui était leur travail de soignant et autres, bien sûr, puisqu'il y a aussi les assimilés, comme on le dit toujours, secrétaires, cuisiniers, voilà, qui ont des incapacités. Vous voyez une prise de conscience, en fait, parce qu'on a l'impression que les gens prennent conscience au sein vraiment des soignants et personnels de santé. Oui, il y a une prise de conscience. Il y a une prise de conscience des soignants, de la population, et une prise de conscience, justement, de tout ce qui se met en place par notre gouvernement aujourd'hui aussi, dans le système de soins, et tout ce qui est à venir avec l'OMS et le traité pandémie qui va être signé en fin mai 2024. Et c'est vrai que ça, c'est un de nos gros chantiers actuellement. Aujourd'hui, il n'est plus possible de voir la manipulation qui se fait. Il n'est plus possible de ne pas savoir, ou alors c'est que les gens ne veulent pas savoir pour se protéger. Et s'ils ont l'impression parfois d'avoir des doutes ou de se sentir seuls, venez nous rejoindre. Voilà. Venez vous faire accompagner aussi pour ça. Si vous avez des doutes, on vous accompagnera. Nous ne sommes pas des complotistes. Nous sommes des soignants qui sommes sur le terrain depuis des années, qui vivons notre profession sur le terrain depuis des années, qui constatons des choses depuis des années auxquelles il n'y a pas d'amélioration. Donc, nous souhaitons vraiment mettre en œuvre le maximum pour accompagner le système de soins, pour pas qu'il s'effondre, le système de soins public, et l'amener à se transformer aussi avec les valeurs. Besoin, en fait. Voilà, parce que tout le monde en aura besoin. Donc merci à tous ceux qui nous soutiennent, que ce soit les professionnels et tous les citoyens donateurs qui ont compris que le syndicat est plus qu'un syndicat. Merci à vous. Merci à vous deux. Merci. Au plaisir. Merci à toi. Merci, au revoir.